Bonjour à tous. Premièrement, je vous prie de m'excuser, j'ai la voix qui risque de partir un petit peu. Du coup, je travaille sur Pornicaglo. Juste une description rapide du territoire. Pornicaglo, c'est 15 communes, 6 SRU, un peu moins de 70 000 habitants. Et c'est surtout, à l'instar du département, une interco très attractive. On a à peu près 1200 habitants en plus par an sur le territoire depuis 2015. Les prix du foncier ont également augmenté. Sur les maisons, en fait, depuis 5 ans, on voit une hausse de plus 50% sur les prix des maisons. Donc voilà, pour vous dire un peu la tension qu'il y a sur le marché, sur l'agglo. Face à ces constats, en fait, en 2019, l'agglo a élaboré un PLH. Donc pour répartir un peu la production de logements sur le territoire et pour décliner plusieurs actions, notamment la mise en place d'une stratégie foncière pour justement assurer un peu la conduite de ces objectifs du PLH, objectifs de production de logements et de logements sociaux. Du coup, on va s'intéresser à cette mise en place de la stratégie foncière. Donc, Ronan en parlait tout à l'heure, le programme d'action foncière, le PAF, on est en pleine dedans. C'est un travail qui est toujours en cours, qui a débuté en 2020, en 3 phases. La première phase, je reviendrai à chaque fois dessus, mais la première phase, du coup, qui a été un peu de donner à voir les opportunités foncières qu'il y avait sur le territoire. Par la suite, on a essayé d'accompagner les communes pour leur donner un peu un panel d'outils pour justement où est-ce qu'on construit, pour qui. Et par la suite, on mettra en place des actions plus précises par rapport à certains gisements. Pour revenir sur la phase 1, donc le recensement des gisements, ça a pris, sur les 15 communes, ça a pris à peu près 1 an. Ce qui est plutôt rapide, mais en même temps, c'était un contrat, un temps plein sur le recensement des gisements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur un premier travail cartographique qu'avait fait Laurent, un travail du coup sur SIG qui recensait l'ensemble des espaces non bâtis d'au moins 200 mètres carrés. Donc les premières années, les élus me disaient 200 mètres carrés, c'est petit, etc. Au final, 3 ou 4 ans après, on se rend compte que 200 mètres carrés, c'est bien. Et on a retravaillé tout ça avec les différents documents de planification pour présenter aux élus une première carte imprimée où on avait l'entièreté des gisements fonciers. L'idée de cette réunion avec les élus, c'était de filtrer un peu différents gisements. Et ce qui a été un peu compliqué, c'est qu'on n'est pas dans le même travail qu'on peut faire lors d'une révision de PLU. Une révision de PLU, on oppose du coup les gisements fonciers à l'extension urbaine. Donc on essaye de réduire au maximum ces gisements fonciers pour pouvoir justifier l'extension urbaine. Là, l'idée, c'était de dire on regarde tous les gisements pour avoir une gestion du foncier. Donc ce foncier-là, je me rends compte qu'il est constructible, j'en avais pas l'envie, ou il n'y a pas d'intérêt, etc. Est-ce qu'on met des nouveaux outils dans le PLU pour bloquer une construction sur ce secteur-là? Donc une fois qu'on a rencontré toutes les communes, on a temporalisé et hiérarchisé ces gisements. Sur les petites fiches gisements que vous voyez là, en fait, l'idée c'était donc de reprendre tous les gisements un par un et d'essayer d'évaluer une dureté foncière approximative. On partait du principe que si j'ai une parcelle ou un fonds de parcelle, c'est plus ou moins difficile à mobiliser. Si j'ai plusieurs propriétaires, quel est le zonage, etc. Donc forcément, une parcelle sous maîtrise publique en centre-bourg, zonée en U, va être plus facilement mobilisable que 6 fonds de parcelles avec 32 propriétaires. Donc déjà, on avait un peu une idée de cette facilité ou non à mobiliser le foncier. Et il y avait aussi une analyse multicritérielle, donc là, qui aidait les élus dans est-ce que ce gisement il est stratégique ou non. Est-ce qu'il est en centre-bourg? Est-ce qu'il est proche des transports en commun?
des transports, des équipements, des infrastructures, est-ce qu'il est en zone humide, etc. Et en fait, ça a donné une notation de chaque gisement pour voir est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas sur ce gisement. Donc ça a été voilà, le travail pendant 1 an. On a la problématique de ces fiches gisements, c'est que finalement, ça a été, excusez-moi, mais un one-shot. Ça a été fait pour une fois et actualiser les fiches demandait un travail très important. Donc en fait, pour pérenniser les données, on a tout mis on a créé un observatoire qui était en plus une action du PLH, donc ça tombait bien. Sur cet observatoire, alors, je vais vous le montrer par la suite, mais cet observatoire, vraiment, l'idée, c'était de regrouper un peu toutes les données sur l'habitat pour que les élus, en fait, aient seulement une entrée pour avoir un peu une image de leur territoire. Cet observatoire, donc, il est en 2 parties. Vous avez la partie cartographique. Donc là où on va retrouver effectivement tous les gisements fonciers, on va retrouver les mutations d'EVF. Donc à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière ou foncière, on a sur la cartographie la mutation, à quel prix, etc. Donc vraiment, en tant qu'élu, un élu qui arrive et qui se dit bah voilà, ici j'ai une opportunité foncière, je vais regarder aux alentours s'il y a eu des mutations foncières et à peu près ça va me donner une ordre d'idée sur le prix du marché. On a mis d'autres données qui sont les logements vacants de plus de 2 ans, les logements sociaux et parallèlement, du coup, on a la statistique. La statistique qui peut se filtrer en fonction des communes. On va tout savoir sur Chauvet. En fait, à chaque fois, ça filtre donc sur la commune. Donc la commune peut avoir vraiment ses chiffres par rapport à son territoire. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces données-là, c'est à peu près 1 an de travail. On a de la chance d'avoir un service SIG. Donc, qui a travaillé là-dessus pas mal de temps. Et en fait, on a aussi les données donc, qui sont accessibles à tous, à toutes les collectivités, donc DVF, comme je disais tout à l'heure, les données LOVAC, qui sont les données des logements vacants depuis plus de 2 ans, etc. Et on a également, en direct, les données du service instructeur. Donc, en fait, tout ça, ça nous permet d'avoir en temps réel la production de logements. Ça veut dire que toutes les communes, là du coup on est sur Chauvet, savent qu'en 2024, dans le diffus, il y a eu 2 logements de construits. Il n'y a pas eu grand-chose. On va regarder 2023. Dans les hameaux, par exemple, il y a eu 4 logements de construits, etc. Ça leur donne un peu l'évolution de comment se construire leur commune. Est-ce qu'on construit plus en enveloppe urbaine, en extension, en hameau, etc. Ça leur donne également qui vient sur le territoire, parce qu'on a le profil des pétitionnaires et leur lieu d'origine. Grâce au DVF, on a aussi le profil des acheteurs. Donc en fait, les 2 regroupés, il y a forcément une marge d'erreur parce qu'il y en a qui achètent pour louer, etc. Mais ça donne plus ou moins le profil des habitants qui arrivent et les élus peuvent du coup, en conséquence, adapter leur politique d'équipement ou infrastructure, etc. Il y a un suivi donc de la programmation des logements sociaux également. Et il y aura, c'est en train de s'adapter, mais les élus pourront aussi suivre leur consommation foncière au regard du ZAN en temps réel. Donc cet outil-là, c'est de la consultation pour les services des communes, services de l'agglo, etc., sachant qu'il y a une petite boîte de dialogue. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, qui est un loupé, la commune peut m'écrire sur tel gisement via cet observatoire. Nous, on a recensé les gisements, on a vu toutes les opportunités foncières, on a essayé de choisir les fonciers un peu plus stratégiques. On a le suivi de toute la production et de tout ce qui se passe, au fur et à mesure grâce à l'observatoire.
Et en phase 2, du coup, pour donner un peu les outils, d'autres outils aux élus, l'idée, c'était de mettre en place des études capacitaires. C'est de se dire que la stratégie foncière, elle se fait sur 2 temps, le court et le moyen terme et le long terme. Et sur le court et moyen terme, on a fait une convention avec l'EPF et l'Agence d'urbanisme de Nantes sur le moyen et long terme, pour faire des petites études capacitaires et pour essayer un peu de voir sur ces gisements stratégiques, combien de logements je peux faire, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas, est-ce que j'acquiers via l'EPF, est-ce que je mets un outil PLU adéquat dans mon document. Donc là, je vais laisser Yann présenter ces études capacitaires. Donc vous avez bien compris, moi je viens en enrichissement d'une démarche qui est déjà initiée par Pornic Aglo, qui est initiée par Ronan, j'aurais tendance à dire aussi qui est initiée par l'intervention des géomètres, pour pouvoir nous donner des outils. L'enjeu pour nous, c'était d'accompagner les élus, d'accompagner les services à se projeter, à se donner un temps d'avance. Pourquoi se donner un temps d'avance? Pour pouvoir essayer de planifier, anticiper et répondre finalement, vous l'avez vu, ça a été présenté dans la petite introduction, on a quand même une croissance démographique sur notre territoire qui est extrêmement important. L'enjeu pour nous, c'est comment on répond aussi à cette croissance démographique en lien avec les qualités de notre territoire. Face à ça, l'enjeu, c'est pouvoir proposer finalement une intervention qui vienne en enrichissement de l'ensemble des démarches déjà initiées. Je rappelle, il y a un SCOT qui est en cours sur ce territoire, qui pose aussi à son échelle des enjeux en termes de densification. Chaque territoire, parce que Pornic Aglo n'avait pas de PLUI, il y a une somme de PLU qui ont leurs propres règles, de pouvoir aussi orienter ces différents choix, soit en termes de règlement, soit en termes d'OAP, soit en termes d'interdiction ou de facilitation d'opérations. Je remets aussi en lien avec les démarches qui ont été initiées par le département. Un certain nombre d'actions dans les plans de PGO ont été mis en œuvre. Donc c'est comment cette stratégie opérationnelle, on arrive à l'asseoir sur des choses beaucoup plus concrètes en termes d'opérationnalité. Je pense que Ronan l'a très très bien expliqué, les enjeux de stratégie foncière. On ne peut pas se permettre de planifier, d'anticiper les choses si on ne se donne pas des outils pour maîtriser son foncier en lien avec une programmation qui répond aux besoins de vos territoires, mais aussi en lien, et c'est extrêmement important dans un contexte économique tendu et dans un contexte où le foncier est de plus en plus cher, d'avoir une économie de projet. Si on n'a pas d'économie de projet, on n'a pas de projet. Et si on n'a pas de projet, on ne répond pas à des besoins nécessaires de notre territoire. Dernier élément aussi important, c'est comment chaque territoire est unique, chaque territoire est spécifique, ils ont leur propre identité, comment on apporte une réponse qui est proportionnée et qui est contextualisée par rapport à ces territoires. Ça aussi, c'est un des piliers pour pouvoir se permettre d'accepter des changements, d'accepter des transitions. Hiérarchiser pour prioriser, Clémentine l'a très bien expliqué. Tout se fait au pas à pas, avec des projets à court, moyen et long terme, dans une vision globale. Et dernier élément, mais j'aurais tendance à dire qui est peut-être maintenant un préalable, comment, dans l'ensemble de ces processus de transformation, de réponse à ces besoins de logement, on se doit de prendre en compte la question de la place de la nature, mais aussi la question de la transition écologique et l'ensemble de ces enjeux. Je pose des questions d'énergie, de sobriété, de raréfication de l'eau. Comment aussi, à ces toutes petites échelles, l'ensemble de ces invariants vient nourrir des démarches de projet et vient nourrir une réponse en termes de besoins de logement. Juste, Clémentine l'a introduit, mais c'est extrêmement important dans la complémentarité des démarches. C'est comment, à l'échelle finalement d'un territoire, on mobilise finalement l'ensemble de cet écosystème qui existe. Je pourrais le compléter par LAD, je pourrais le compléter par le CAUE, qui sont au service finalement de vos politiques publiques pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ces projets. C'est une convention qui s'est mise sur 3 ans, sur 11 communes, plus de 30 sites prioritaires qui ont été sélectionnés par Clémentine en lien avec ses élus pour, au pas à pas, au fur et à mesure de ces 3 années, on va finir la convention cette année, se permettre d'enclencher des processus et se permettre, in fine, d'avoir des opérations qui puissent sortir. Je vais vous donner un exemple assez important, récent. Voilà, je reprends l'exemple
de votre intervention, c'est des cas assez classiques, hein, pouvoir se projeter, un foncier prioritaire en plein cœur de ville, avec un certain patrimoine d'identité, c'est comment on prend et on met en évidence la question de la place de la nature. Je vous ai remis un arbre. Comment on se pose aussi la question, qui est extrêmement important dans le processus de densification, comment on enclenche un processus de densification qui s'inscrit aussi, vous le voyez, hein, si je prends l'héritage historique dans une morphologie urbaine déjà présente, comment aussi on se pose la question de faire avec les déjà là du patrimoine végétal, mais aussi pourquoi pas avec le déjà là du patrimoine bâti, aussi associer ces complémentarités pour nous permettre finalement de proposer des formes urbaines, de proposer une réponse en termes de besoins de logement différente de la maison individuelle qui, je le rappelle, Ronan l'a bien expliqué, répond souvent à une catégorie de population qui sont rarement des primo-accédants et qui après ne répondent peut-être pas aux besoins réels du territoire. Ça pose des questions de locatif, de propriété, de typologie de logement en lien avec les besoins du territoire. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que souvent, on a des PLU qui donnent des zonages et l'enjeu pour nous, c'est comment on projette les élus dans un projet, dans une démarche de projet, pour se permettre demain d'échanger et d'orienter les futures opérations d'aménagement. Quand je dis orienter, c'est aller voir aussi le propriétaire foncier pour lui dire, voilà, il serait peut-être intéressant demain, si vous vendez, d'aller plutôt vers cette stratégie qu'une division parcellaire simple. Face à ça, on projette, on se donne des outils de conception pour pouvoir mettre l'ensemble de ces invariants sur le papier en termes de dessin, recontextualiser et remettre en évidence le patrimoine végétal que j'ai pu exposer tout à l'heure, poser des questions d'intimité, de lien finalement avec le tissu qui est existant, poser des questions aussi de gradation de la hauteur, on parlait de bande de constructivité principale, de bande de constructivité secondaire, se dire aussi que c'est possible de travailler dans ces différents éléments, de reprendre des éléments de hauteur en lien avec le contexte qui est existant. On avait des R+2 qui étaient là, on avait des maisons individuelles là. Aussi mettre ça en évidence. Et puis aussi inscrire ces notions en complémentarité, ces notions d'intimité, ces notions d'énergie. On sait bien que la question des orientations, des apports solaires passifs, notamment l'hiver, sont des éléments extrêmement intéressants pour nous permettre aussi d'enclencher ces notions d'économie de projet à l'intérieur de ces différents propositions. Donc on vient travailler sur différents scénarios contrastés pour me permettre d'y projeter une programmation répondant aux besoins du territoire et pour aussi, dans un second temps, nous permettre de les mettre en lien vers une économie de projet qui a été accompagnée aussi en lien avec l'EPF. Donc c'est vraiment ces différents éléments pour nous permettre comment un territoire de 2500 m². Ce qui est intéressant, et j'ai volontairement pas posé ce terme de densité, en aucun cas on est parti avec un a priori de mettre une densité de 20, 30, 40, 50 logements à l'hectare. Je me suis refusé de rentrer de cette postulat-là, qui des fois est un postulat réglementaire. On nous dit, il faut dans un cœur de Vaud faire cette densité. Là, non. Le processus, c'est à dire, travaillons un projet qui répond aux besoins de votre territoire, et la densité ne sera qu'une conséquence. Ici, on a travaillé sur 2 projets, un 15, un 20 logements. Vous faites le ratio, j'aurais dit à monsieur le maire, on va faire un projet à 75 logements à l'hectare, il m'aurait mis à la porte. On est à peu près dans ces ratios-là. Ça, des choses totalement acceptables en termes, parce qu'on a travaillé ces notions d'intimité, cette notion de pédagogie, cette notion d'auteur. On a travaillé un projet et les conditions à un projet pour nous permettre, demain, d'y projeter des intentions et que la densité, finalement, n'est qu'une résultante, mais pas un objectif. Je vous mets, c'est un projet qui est arrivé pour montrer que ça va. À la fin, la conclusion, c'est qu'il y a une négociation qui a permis de mettre environ 17 logements. Vous voyez, on est grosso modo dans l'épure que l'on avait travaillé. Et aujourd'hui, il y a un opérateur en lien avec ce foncier qui travaille pour permettre finalement d'enclencher ces éléments-là. Les grands enseignements, et je repasserai la parole à Clémentine juste après pour montrer ces éléments, c'est un élément extrêmement important, c'est comment on travaille par le projet et non pas la règle pour pouvoir répondre à ces objectifs. C'est vraiment important. Quand je dis projet, ce n'est pas simplement la forme urbaine, mais c'est quelle typologie de logement, pour quels besoins sur notre territoire. Et après, la densité viendra. Comment on se donne des moyens aussi pour contrer des projets non souhaités? Si on est capable d'avoir un temps d'avance, c'est aussi pour avoir des arguments pour répondre quand on a quelqu'un qui vient directement vers nous. Voilà le projet qu'on souhaite.
OK, on peut vous accompagner dans un projet, mais nous, il nous semble important de prendre en lien l'ensemble des souhaits de la collectivité en termes de production de logement. Accompagner les opérateurs pour avoir une production alternative et complémentaire par rapport au modèle pavillonnaire. Sécuriser le foncier, parce que sur certains secteurs, on s'est dit, mais voilà, ici, on ne peut peut-être pas faire énormément de logements que la règle, autant de logements que la règle nous autorise, parce qu'il y a un contexte foncier, parce qu'il y a un patrimoine végétal, parce qu'il y a un patrimoine architectural. Donc on va adapter aussi les potentiels. Par contre, derrière, peut-être que le bon juste prix du foncier, entre guillemets, qui serait intéressant d'aller chercher, c'est celui-ci. Donc réfléchis aussi à l'inverse. Quelle est la capacité réelle, acceptable du site à répondre à une programmation pour pouvoir après se donner un prix foncier pour nous permettre d'en tirer une opération. Et puis prioriser finalement les opérations, comme je dis, car toutes les opérations n'ont pas la même capacité économique, opérationnelle à se mettre en œuvre et tisser dans le temps finalement ces différentes stratégies de politique foncière. Voilà un élément. Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est se donner des outils de projeter, répondre aux besoins de votre territoire, répondre à l'identité de vos territoires qui sont très riches et que chaque foncier se doit finalement de répondre aux transformations qui sont nécessaires, mais ils ne pourront pas cocher toutes les cases. Et en se projetant, on se permet de prioriser ces interventions. Dans un souci, je relance la place à Clémentine d'économie. Du coup, ces études capacitaires, le but aussi, donc en plus d'avoir cette potentialité de logement sur chaque site, le but c'était d'accompagner ce travail fait par Laurent d'un bilan financier théorique. Très théorique. Donc qu'on a travaillé aussi avec l'EPF, c'est de se dire, voilà, sur chaque site, d'accord, je sais combien de logements je peux faire, je vois que ça peut s'intégrer dans mon contexte urbain, etc. Mais si moi, en tant que commune, je veux préempter, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou non? Est-ce que le ratio de logement prix du foncier est convenable pour la commune? À quelle échéance je vais pouvoir préempter? Parce que combien je dois investir pour ce projet-là? Donc l'idée, c'est que déjà, toutes ces études capacitaires, c'était des projets où on partait sur du 100% social. L'idée de se dire que c'est du 100% social, c'est que d'un point de vue financier, on est dans le pire des cas. On est dans le projet qui va coûter le plus cher à la commune. Donc à chaque fois, on partait sur du 100% social, avec un prix de revente au bailleur qui est de 62 € le mètre carré de surface de plancher sur notre territoire. Et on essayait d'avoir un peu un bilan entre toutes les dépenses, acquisition foncière, les démolitions, les études, etc., qui seront faites pour réaliser ce projet-là, et de voir en face quelles sont les recettes qui peuvent faire que le projet s'équilibre ou pas. On part du principe que de toute façon, un projet pour du logement social ne s'équilibrera pas, ou difficilement. Donc il y a là aussi un changement de paradigme à avoir. Avant, le logement, et même le logement social, mais le logement en général se faisait tout seul. Il n'y avait pas forcément besoin d'intervention publique. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'augmentation des valeurs foncières, etc., aujourd'hui, nos élus se doivent s'ils veulent faire du logement social, souvent mettre un petit billet pour la réalisation de l'opération. Pourquoi aussi on fait des projets sur du 100% social? C'est parce qu'on a la minoration EPF qui réduit grandement les coûts de l'opération. En soi, l'idée, c'est de se dire, là, on vous présente une opération de 15 logements. Le foncier, je dis une bêtise, vaut 400 000 €. L'idée, c'est de se dire que la commune n'aura pas un reste à charge de 400 000 €. Comment on va faire pour réduire ce reste à charge? Et c'est aussi de se dire, peut-être que là, le reste à charge est trop important. Est-ce qu'on peut intégrer du logement libre? Ou alors, est-ce qu'on peut densifier un petit peu plus pour créer plus de logements et pour réduire le reste à charge? Voilà. C'est vraiment essayer d'expliquer un peu ce jeu financier à réaliser en amont pour pouvoir, eux, par la suite, planifier une ou plusieurs actions sur moyen, long ou court terme, mais moyen et long terme.
Donc, si je résume, notre accompagnement à Pornic-Aglo pour les communes, ça a été donc, dans un premier temps, repérer tous les fonciers. Garder les fonciers les plus stratégiques par rapport aux politiques et aux stratégies communales. Faire des études capacitaires et des petits bilans financiers sur ces secteurs-là pour après déterminer l'action à mettre en place. Si, je dis une bêtise, si l'opération coûte bien trop cher pour un reste à charge communal, enfin pour la commune, on se dit à ce moment-là, on va orienter l'action grâce à un outil qu'on pourra mettre dans le PLU. Par contre, si effectivement l'opération semble peu coûteuse, entre guillemets, comment on peut intervenir sur le foncier, comment l'EPF peut aider la commune pour le portage du foncier, etc. Juste pour information, du coup, là on a parlé de 30 sites d'études capacitaires, donc les 8 sont en cours sur cette dernière année. Sur les 22 donc déjà réalisés, il y a une grande partie qui a donné suite. Que ça soit dans de la négociation auprès du propriétaire. Il y a sur une commune où on a été voir le propriétaire qui n'était pas vendeur, qui voulait justement faire une densification pour laisser du terrain à son fils derrière. On a été voir le propriétaire avec l'étude capacitaire et on a négocié avec lui pour faire un projet avec lui. Pas pour acheter le foncier, mais pour dire, voilà, si vous faites un projet plutôt comme ça, vous touchez pas à votre maison qui est devant, vous aurez la possibilité de garder un espace pour votre fils et en plus, on pourra faire une opération un peu plus conséquente. Il y a eu des périmètres d'études ou de projets, du coup, je ne sais plus, dont parlait Ronan, qui ont été mis en place sur, on va dire, 90% de ces études. Donc, justement, pour un peu, le périmètre d'études, il permet le sursis à statuer et également, c'est un plus s'il y a une préemption à faire. Il y a eu certains portages, comme on l'a vu à Saint-Hilaire. Par la suite, on est parti sur un portage EPF, on a rencontré le bailleur, etc., etc. Et là, le projet est en cours. Il y a des communes qui ont ajouté une ligne à leur budget communal, donc là, on est très content, pour de l'acquisition foncière et justement pour dérouler par la suite leur stratégie. Et voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est un travail que les communes, dont les communes s'emparent finalement pour petit à petit construire leur stratégie foncière.